Merci d'être là déjà. Donc nous, on est l'association Gécoude. Moi, je suis le président de l'association. Ici, Alexis, notre trésorier, et puis Léo, notre secrétaire. Donc en fait, l'objectif de l'association, c'est d'arriver à faire bouger les enseignements, d'arriver à susciter des investissements dans les infrastructures de la part des entreprises comme des administrations publiques, et aussi de susciter chez les étudiants des choix d'avenir qui soient différents dans leur carrière, qui ne s'engagent pas dans des cul-de-sac. Voilà, puisque vu l'ampleur du phénomène, il y a beaucoup de changements qui vont nous arriver dessus. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vais vous laisser avec Benoît Thévard pour la conférence. Merci. Bien, bonjour, bonsoir. Merci d'avoir trouvé le moral de venir entre un contexte international très agréable, un contexte national très agréable et voilà, globalement, une période un petit peu compliquée. D'être venu entendre parler de la fin du monde, c'est assez courageux pour vous ce soir. Donc, voilà, on va passer un bon moment ensemble. Alors, je m'appelle Benoît Thévard, j'habite Châteauneuf-sur-Loire. C'est pas très très loin d'ici. Donc c'est une ville de 8000 habitants, située à 30 km à l'est d'Orléans. Une ville en transition, enfin en tout cas il y a un mouvement de transition citoyenne depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, on est un petit peu un petit village gaulois. Et alors c'est pas une ville en transition politique, hein, c'est une ville en transition citoyenne parce qu'on n'est pas tellement soutenu par la municipalité de ce point de vue-là, donc il faut faire avec, ou plutôt faire sans. Alors je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez un petit peu qui va vous raconter des choses ce soir. Alors d'abord je vais vous dire que il faut rien croire a priori de ce que je vais vous raconter. Que tant qu'à faire, je vous invite à systématiquement vérifier tout ce que je vais vous dire parce que les enjeux sont tellement complexes, imbriqués, systémiques et transdisciplinaires, multidisciplinaires que il est extrêmement difficile de savoir vraiment ce qui est de l'ordre de la réalité ou pas. Donc ce que je vais vous présenter ce soir, c'est issu bien sûr d'années de travail, voilà, c'est issu de ma formation, de mes compétences, des différents métiers que j'ai pu faire, des recherches que j'ai pu accomplir, voilà, mais tout cela mérite évidemment d'être recroisé avec bien sûr d'autres. Un profil au départ technique, voilà, j'ai un CAP, un bac pro et un BTS. J'ai travaillé chez Airbus à Toulouse, à la fabrication des avions. Je travaillais aux essais en vol chez Airbus. Voilà, donc je viens du monde industriel et technique. Et puis, en même temps, je militais dans une association écologiste et comme nombre de citoyens dans ce pays et peut-être dans le monde, donc je passais quelques heures par semaine ou par mois à militer dans une association et je passais 8 heures par jour à faire des trucs qui allaient dans l'autre sens. Donc évidemment, ça posait un petit problème de déséquilibre, un petit problème de dissonance cognitive entre évidemment le peu de temps que je consacrais à essayer de sauver le monde et la grosse partie de mon temps que je passais à faire des choses qui allaient dans le sens inverse. Donc ça m'a posé un petit souci au bout d'un moment et donc j'ai repris les études. J'ai fait l'école des mines à ce moment-là, donc c'est à ce moment-là que je suis devenu ingénieur, spécialiste des questions énergétiques. Et là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis parti pendant des années faire le troubadour de la transition. Et donc, j'ai fait des conférences sur l'après-pétrole dans toute la France. J'en ai fait à peu près 200 pour expliquer justement eh bien, ce à quoi nous risquions d'être confrontés, toutes et tous, dans un avenir plus ou moins proche et dans des amplitudes de conséquences sur nos modes de vie assez considérables. Et donc voilà, ça a été ma vie pendant un certain temps. J'ai fait 2 rapports pour le Parlement européen, un rapport justement sur la dépendance pétrolière de l'Union européenne. On voit d'ailleurs que c'est un petit sujet en ce moment. J'ai fait un autre rapport sur les questions de résilience territoriale qu'on va évoquer un petit peu ce soir.
Et puis par ailleurs, voilà, dans une autre partie de ma vie, c'est-à-dire jusqu'en 2020, j'ai été conseiller au cabinet du président de la région Centre-Val de Loire. Donc je me suis frotté un petit peu aux questions politiques, sur les questions de transition écologique, sur les questions d'énergie, de déchets, d'économie circulaire, de biodiversité, de politique de l'eau. C'est un peu tous les sujets que j'ai abordés à l'occasion justement de ces 2 ans et demi passés au sein du conseil régional auprès des élus. Donc ça a été aussi quelque chose de très enrichissant. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai repris une activité de consultant indépendant, mais au sein d'une coopérative, une coopérative d'activité et d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de coopérative d'activité et d'emploi. C'est une coopérative où en gros on est entrepreneur salarié. C'est-à-dire qu'en fait on est libre dans son activité, mais en même temps on a un statut de salarié. C'est-à-dire qu'on fait tous partie d'une même entreprise, on est salarié de l'entreprise, mais on est payé avec le chiffre d'affaires que chacun génère. Et donc ça permet d'avoir la protection sociale du salarié et en même temps de faire sa propre activité plutôt que d'être auto-entrepreneur et de se débrouiller tout seul. Voilà, donc j'ai intégré cette coopérative. Et aujourd'hui, mon sujet, c'est après avoir fait 10 ans de conférences pour toucher l'intellect des gens en expliquant avec des courbes, des graphiques dans tous les sens pourquoi et comment ça allait pas bien se passer, je me suis rendu compte que, eh bien, au bout de 10 ans, la vie des gens n'avait pas changé. Donc on a quand même un petit sujet avec ça, et que globalement, il suffit visiblement pas d'avoir compris un certain nombre de choses pour que notre vie change. Donc, eh bien, je me suis mis en tête de travailler avec des personnes qui ont d'autres types de métiers, et notamment des acteurs de la culture et des arts, pour voir comment on travaille la question des récits, comment on arrive à changer les imaginaires. Parce que, en fait, pour tout vous dire, quand j'étais au conseil régional, on a voté ce qu'on appelle le SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires. Ce schéma régional qui s'impose en fait à tout le territoire de la région, eh bien, il est inscrit dedans que nous avons l'objectif de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de la région avant 2030. Tout le monde a voté ce schéma. Je ne crois pas que grand monde, dans l'hémicycle, au moment où ils ont voté ce truc, se soit rendu compte de ce que voulait dire une division par 2 des émissions de gaz à effet de serre en moins de 10 ans. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et donc c'est pour ça que je trouve que la question des récits, elle est extrêmement importante. Ça veut dire quoi, concrètement, dans nos vies, diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre en moins de 10 ans? C'est un bouleversement colossal, ça touche à tous nos actes du quotidien. Et donc c'est ce sur quoi eh bien, on veut travailler maintenant avec un certain nombre d'acteurs et accompagner les collectivités sur ce sujet des récits. Voilà, je ne m'étends pas plus, c'est voilà, aujourd'hui l'activité professionnelle sur laquelle j'essaye de m'investir. Alors, on m'a invité, et je remercie le Gécoute de m'avoir invité à parler ce soir de ces sujets complexes et graves. Alors j'ai pris le parti de ne pas mettre trop de courbes et de ne pas mettre trop de graphiques, etc. Donc c'est pas tellement le sujet. Il va y en avoir quand même quelques-unes. Alors, hop, si je l'allume, ça marchera mieux. Voilà. Donc, en gros, la conférence, ça va être en 3 parties. D'abord, on va se poser la question, est-ce que c'est la fin du monde ou pas? Voilà, est-ce qu'on va vers ce truc-là? La deuxième partie, c'est, bon, tenant compte de ça, on va parler de la résilience et de nos vulnérabilités face à ce qui nous attend. Et puis, on parlera de biorégions. Voilà, essayer de voir qu'est-ce que c'est que des biorégions, à quoi ça peut ressembler. Voilà, c'est un concept qui émerge dans le paysage. Et donc, j'ai co-réalisé un scénario à l'horizon 2050 de biorégion pour l'Île-de-France. Et donc, on va parler de tout ça. Voilà, donc, comme indiqué, je vous souhaite bon courage pour cette aventure, pour une petite heure ensemble. Et puis après, on pourra discuter de toutes ces affaires-là. Alors, quand même, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de courbes, mais là j'ai mis le paquet sur la même, parce que tout commence par là. Finalement, si on en est arrivé là où on en est arrivé, c'est parce que depuis, on va dire, voilà, 70 ans, depuis après Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous avons vécu ce qu'on appelle la grande accélération, c'est cette période des exponentielles,
où on voit que eh bien, tous les éléments, alors là vous avez les aspects socio-économiques et l'évolution du système Terre, donc vous voyez que toutes les courbes suivent à partir de 1950 des courbes exponentielles. Donc voilà, consommation d'énergie primaire, vous avez la consommation d'engrais, vous avez l'acidification des océans, la pêche marine, les terres domestiquées, la diminution de la forêt tropicale, enfin bref. Donc on se rend compte qu'on a eu cette évolution qu'on peut qualifier de dramatique, qui a évidemment un impact considérable. On parle là à la fois de nos consommations, mais aussi, bien sûr, de nos prélèvements, de nos rejets, des questions de pollution, de transformation de la biosphère d'une manière générale. Donc ça c'est quelque chose qu'on est capable de voir maintenant. Et évidemment, on s'interroge sur qu'est-ce qui se passe au bout de ces exponentielles, puisque vous l'avez compris, on l'a suffisamment répété, on est dans un monde fini, et que donc dans un monde fini, les exponentielles qui continuent à monter inlassablement, ça n'existe pas. Donc, eh bien, un certain nombre de personnes l'ont compris depuis 50 ans, puisque c'est les 50 ans cette année, du rapport Meadows, le rapport du Club de Rome, qui a été absolument structurant et bouleversant, et pour moi c'est une référence fondamentale. Ce sont quelques scientifiques un peu fous du MIT qui ont décidé de mettre le monde en équation. Et donc, ça a cet intérêt de voir qu'est-ce que ça peut donner, ce monde en équation. Alors évidemment, comme toutes les équations, il faut poser des hypothèses, il y a des simplifications, donc forcément ça ne prend pas tout en compte, ces modèles-là. Mais c'est très intéressant, et alors ce qui a évidemment choqué le monde entier au moment où ce graphique est sorti, eh bien c'est que, alors vous voyez sur le haut, vous avez les ressources naturelles, donc qui partent du maximum et qui descendent, et puis en bas vous avez tous les impacts liés à l'humanité et au fonctionnement de l'humanité. Donc vous avez la nourriture par habitant, les services par habitant, production industrielle par habitant, la pollution globale, etc. Bon. Et il se trouve qu'il y a un moment où ces courbes se croisent, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le prélèvement est tel que ça pose un problème et que les courbes commencent à s'inverser, y compris celle de la population mondiale. Et c'est ça qui a coincé, en fait. Faut dire que quand le rapport est sorti, voir la courbe de la population mondiale qui s'inverse, c'était quand même pas hyper vendeur. Donc, c'est quelque chose qui a été, qui a à la fois marqué l'histoire scientifique et de la perception de la limite de notre biosphère, mais en même temps, eh bien, on n'a pas forcément tenu compte non plus des conclusions de ces graphiques. En 2000, donc 30 ans plus tard, on a fait le point. Donc là, vous avez ici les courbes réelles. Et donc, on voit que globalement, eh bien, entre ce qui était estimé au départ et les courbes réelles, en fait, ils étaient bons. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est que dans la réalité, les choses se sont passées au moins aussi mal que ce qui était prévu. Donc, c'est ce oups là, c'est ok, alors a priori, quand on voit quand est-ce que ça se passe, cette histoire d'inversion, ben c'est normalement dans pas très très longtemps. Voilà. Donc on est dans cette situation, dans cette période, dans ces années, ces décennies, dans lesquelles on doit être amené à vivre un certain nombre de bouleversements qui sont de tous ordres. Voilà, donc la dernière fois, il y a une conférence sur le climat qui a été, le climat c'est un sujet qui est un sujet évidemment fondamental qui transforme nos vies, qui transformera durablement nos vies, mais ce n'est qu'un sujet, voilà, c'est un sujet parmi d'autres avec la biodiversité qui d'ailleurs est connectée à la question aussi du climat, c'est un sujet avec l'acidification des océans, c'est un sujet avec la déforestation, c'est un sujet avec l'amoncellement des déchets, etc. Bon. Donc il y en a énormément. Alors, justement, l'idée, c'est que je ne fasse pas avec vous le détail, point par point, de tous les problèmes auxquels on va être confronté. En fait, il y en a énormément. Alors, c'est vrai que moi, quand je faisais mes conférences, j'abordais la question des énergies fossiles. Parce que c'était quelque chose qui était un paramètre qui me semblait extrêmement structurant et limitant. À partir du moment où on dépendait, et on dépend encore aujourd'hui dans notre pays, à 2/3 d'énergie fossile, c'est-à-dire qu'il y a 60% de l'énergie qu'on consomme, un peu plus de 60%, c'est du pétrole et du gaz.
le nucléaire ne représentant que une vingtaine de pourcents, 20 et quelques pourcents de l'énergie consommée dans notre pays. Donc on est très très loin de l'autosuffisance. On a donc effectivement ce facteur limitant avec une société qui est intégralement organisée en fonction de la grande abondance de ces énergies fossiles et de leur bas prix. Et donc, inévitablement, une société qui est intégralement organisée comme ça, eh bien, quand elle se trouve confrontée à cette limite de la disponibilité, eh bien, ça pose une question. Donc, il y a l'amont, la disponibilité des ressources, et il y a l'aval, qui est eh bien, l'impact des gaz à effet de serre, l'impact des pollutions, etc. Alors, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder ce soir. Il y a le sujet des inégalités, il y a les sujets des pics énergétiques, donc le pic pétrolier, le pic de gaz, le pic de charbon, tout ça c'est de l'ordre de la décennie. Dans les 2 décennies qui viennent, on va avoir a priori l'ensemble des pics énergétiques qui vont être dépassés. On a les questions de l'eau, qui est un énorme sujet, l'accès à l'eau potable. Il faut savoir qu'en 2019, la ville de Vouvray n'avait plus d'eau potable, voilà, parce que ses forages étaient à sec, la nappe de Loire était trop basse et donc plus d'eau potable à Vouvray. Dans l'Indre, il y a plusieurs villages qui se questionnent aujourd'hui sur leur approvisionnement en eau potable. On est une région qui est particulièrement soumise au stress hydrique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? D'ailleurs, comment on va refroidir nos centrales nucléaires? Ça va être aussi un petit sujet. Parce qu'en 2019, le niveau naturel de la Loire était de 0. S'il n'y avait pas eu de barrage qui alimentait le débit de la Loire, il n'y avait plus d'eau dans la Loire à Orléans. Bon, donc on peut se demander, effectivement, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment ça va se passer pour réussir à faire à la fois de l'irrigation, de l'eau potable, du refroidissement des centrales. Ça va poser un certain nombre de sujets et de concurrence. La biodiversité, qui est un sujet énorme, avec une perte de quasiment 70% des espèces et des nombres d'animaux et de végétaux sur notre planète. La question des ressources en général, la question de l'alimentation, avec des terres qui sont de plus en plus stériles, qui sont de plus en plus artificialisées. La question de comment on fait société dans ces circonstances-là. Voilà. Le recul du trait de côte, donc ça c'est une vraie préoccupation avec la hausse du niveau des mers pour tous ceux qui sont aussi dans des grandes villes qui sont situées voilà, sur les zones côtières, les flux migratoires, etc. etc. Enfin, bon, voilà. Vous voyez que globalement, il y a un certain nombre de petits sujets et que tout ça, on peut tirer des traits entre toutes ces choses parce qu'elles sont toutes reliées d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on peut parler de crise, je ne sais pas si on peut parler de crise, en tout cas c'est des mutations systémiques. C'est-à-dire qu'on est confronté justement à une situation dans laquelle eh bien, toutes ces choses-là vont contraindre l'évolution du monde et des sociétés pendant les prochaines années, les prochaines décennies. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça nous amène, alors je fais déjà, non pas une conclusion préliminaire, mais en tout cas juste quelques constats, avant d'aborder la suite. Le premier des constats, c'est que eh bien, tout est relié. C'est ce que je viens de vous raconter, et que c'est extrêmement difficile d'avoir une approche uniquement thématique. Il faut qu'on prélève, qu'on consomme et qu'on émette moins. Alors, on a un petit peu de mal dans notre société à entendre le moins, parce que, évidemment, oui, mais moins... comprenez, c'est frustrant, tout ça, la décroissance, oh là là, c'est triste, bon. Alors voilà, on a un petit souci de récit avec cette question du moins, transformer le moins en mieux, en autrement, mais en tout cas, il faut globalement que notre impact se réduise. La solution technologique n'est pas suffisante, là aussi je ne rentre pas dans le détail, mais il faut savoir que ça fait depuis le premier choc pétrolier qu'on fait des progrès technologiques en matière d'énergie notamment. Voilà, donc ça fait, on va dire, une bonne 50aine d'années que nos télés consomment moins, que nos frigos consomment moins, que nos voitures consomment moins, que nos habitats consomment moins, et ça fait 50 ans que notre consommation d'énergie augmente. Donc on peut le tourner dans tous les sens, on se rend bien compte que c'est pas parce qu'on fait des trucs qui consomment moins que ça change vraiment la donne en termes d'impact environnemental. C'est pas vrai. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une transformation autre qu'il faut mettre en œuvre, et donc la solution technologique n'est pas quelque chose de suffisant pour répondre à nos enjeux. Il faut faire la paix avec la nature. Alors ça a un côté un petit peu philosophique quand je dis ça, mais globalement ce rapport à la nature, et on va l'évoquer aussi sur la question des biorégions qu'on va voir juste après,
il est assez crucial, assez fondamental, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un rapport de domination et de prédation par rapport à la nature. Donc la nature, ce sont des ressources que l'on peut prélever pour les mettre à notre service. Et donc, de ce fait, il n'y a aucun rapport d'équilibre. Et donc, il n'y a pas de recherche, on va dire, de symbiose entre le fonctionnement des sociétés humaines et le fonctionnement de la nature. Et donc, on se rend compte de tous les dérèglements qu'on voit émerger et qu'on a cités juste avant. Donc, pour avoir quelque chose de soutenable et de durable, et quand je dis soutenable et durable, je ne parle pas de 10-20 ans. Quand on dit une société soutenable, un système soutenable, c'est quand on parle de 1000 ans. Si on a quelque chose de durable pendant 30 ans, ça n'a aucun intérêt. Si notre société ne peut pas fonctionner pendant 1000 ans, c'est qu'elle n'est pas durable et c'est qu'elle n'est pas soutenable. Donc, ça pose vraiment une question de rapport à la nature essentielle, et que tout ça, ça a un rapport avec l'organisation socio-politique et économique. Et donc, ça ne touche pas, comme je le disais, qu'à la technique, ça touche à toutes les sciences sociales, humaines, à l'éducation, à la culture et à nos rapports entre vivants et entre humains, non humains. Et donc voilà, donc ça c'était le petit constat que j'avais envie de vous proposer en cette petite introduction avant d'aborder la suite. Tout va bien jusqu'ici? J'ai perdu personne? C'était le plus dur, hein. C'était vraiment le plus dur. Je préfère commencer par le plus pénible et puis après vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, donc ce qu'on a vu, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais donc il y a des formations qui existent depuis très longtemps sur la prévention des risques, etc. Et donc on a souvent des approches qui sont extrêmement spécifiques et pointues, qui sont de l'ordre de l'expertise, quand on essaye de se projeter et de voir comment on va être capable de subir les choses qui vont nous tomber dessus. Et donc ce sont des approches qui sont des approches par les risques, par les types de chocs. Typiquement, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur la résilience face aux inondations. Alors là, je ne vous dis pas, à Paris, le nombre de travaux qui ont été faits sur les crues de la Seine, même à Orléans ici, sur les crues de la Loire, etc. Donc voilà, la question de la vulnérabilité face aux inondations, c'est quelque chose qui est très connu, qui est très travaillé, et donc voilà, on est capable de simuler ça sur ordinateur, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Bon. Sauf que là, comme on l'a vu, en fait, dans un contexte de mutation systémique, c'est complètement impossible. Ah oui, parce que ce que j'ai pas mis dans la liste, c'est le côté sanitaire quand même, hein, parce qu'il y a un petit sujet avec le sanitaire que personne n'avait vu venir quand même il y a 2 ans de ça, et qui nous a un peu mis dans une situation un peu compliquée. Bon, voilà. Et donc, qui est l'exemple parfait du fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire ce qui va se passer, quand ça va se passer, avec quelle fréquence et avec quelle ampleur. Et donc, il est strictement impossible de se préparer intégralement et à 100% à tout type de situation. Donc l'idée, c'est de sortir de cette approche par le type de choc qu'on peut être amené à vivre et d'avoir plutôt une approche qui va être basée sur l'approche par la vulnérabilité. Quelles sont les vulnérabilités de nos systèmes? Qu'est-ce qui fait que la manière dont on s'est organisé individuellement et collectivement, qu'est-ce qui fait que, eh bien, c'est devenu quelque chose de fragile et de vulnérable, et donc de plus à même de nous mettre en difficulté le jour où il se passera quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Donc c'est l'idée que je vous propose aujourd'hui, c'est de l'aborder sous l'angle de la résilience et de la vulnérabilité. La résilience, alors là je vous ai simplement mis une image et un petit, on va dire une petite dédicace au grenier d'abondance. Je vous invite, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, aller faire un tour sur le site de Cratère, qui est un site qui permet d'évaluer le niveau de résilience alimentaire de votre territoire. Vous tapez juste votre code postal, et puis tac, ça vous donne le niveau de résilience alimentaire. Ça va faire un calcul automatique en fonction des surfaces agricoles que vous avez, le nombre d'habitants, la consommation alimentaire par habitant, etc., etc. Et ça vous dit, ok, vous avez tant d'autosuffisance, tant d'autonomie, etc., etc. Est-ce que votre territoire est résilient ou pas? Bon, c'est très intéressant, c'est très thématique, c'est axé sur l'alimentation. Mais c'est une manière d'approcher aussi la résilience. Bon voilà, c'était juste le petit clin d'œil par rapport à ça. Alors quand on parle de résilience, de quoi parle-t-on? Au départ,
sais pas s'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont fait travail en résistance des matériaux, mais tout par-delà. D'abord, la résilience, c'est la capacité d'un matériau à subir un choc et à préserver ses caractéristiques physiques principalement. Donc on est dans de la physique, de la science physique. Puis, ça a été décliné ensuite dans différentes autres sciences. Hein. Vous devez peut-être connaître Boris Cyrulnik, qui a fait énormément de publications sur la résilience psychologique, notamment suite à l'analyse des personnes qui avaient subi des traumatismes en ayant été à Auschwitz, etc. Bon, donc du coup, comment on se relève d'un truc comme ça? Comment on se relève et comment même, à la limite, on en ressort grandi? C'est des vrais sujets, donc il a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis finalement, la résilience, c'est une thématique qui est venue, on va dire, se diffuser dans de très nombreux domaines. Et donc, il y a à peu près aujourd'hui 200-250 définitions de la résilience. Vous avez la résilience du système bancaire, vous avez la résilience d'un réseau informatique, vous avez la résilience d'une ville, la résilience d'un système familial, la résilience d'une personne avec la psychologie, etc., etc. Donc vous avez énormément de définitions de la résilience possible. Et dans tous les cas, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la capacité de ce système à subir un choc et du coup à revenir à une forme d'état d'équilibre. Ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est de la résilience d'un système qu'on va qualifier de système socio-écologique, c'est-à-dire qui implique le système humain au cœur de son environnement ou au cœur de son milieu naturel. Donc c'est le territoire dans lequel il y a des habitants, dans lequel il y a un écosystème avec des végétaux, des animaux, etc. Et donc ce système socio-écologique, quelle est sa capacité de résilience? Et donc on parle ici de quelque chose de chronologique, c'est-à-dire dans l'idée de la résilience, il y a ces différentes phases. C'est-à-dire vous subissez un choc, quel qu'il soit, et donc d'abord le premier des critères c'est la résistance. Aujourd'hui, dans de très nombreux domaines, ça s'arrête là. Alors, du coup, ce qui compte, c'est de résister. Il y a plein de choses qui durent aujourd'hui, où on a l'impression qu'elles sont résilientes, mais elles sont juste résistantes. Le jour où ça va lâcher, on va se rendre compte que c'était pas résilient, que c'était juste résistant. C'est-à-dire que du coup, ok, on prend des coups, on prend des coups, on prend des coups. Et donc, combien de temps on arrive effectivement à tenir à ce genre de situation? Donc, c'est un critère qui est important, parce que ça veut dire qu'en gros, on ne se retrouve pas dans une situation difficile dès qu'un problème arrive. Donc c'est important pour la résilience d'avoir de la résistance. Ce que je pourrais vous donner comme illustration de la différence entre la résistance et la résilience, c'est par exemple, quand vous faites un barrage ou une digue pour vous protéger d'une tempête, eh bien vous êtes dans un système qui va être résistant. Si vous avez la mer qui monte, il y a un moment où de toute façon votre digue elle est dépassée, elle est surpassée et donc en fait derrière il va falloir vous adapter, il va falloir déménager et donc votre digue qui a servi juste de résistance à un moment donné n'a aucune capacité d'adaptation. Donc le système résilient, au-delà de la résistance, il a cette notion d'adaptation qui est différente. On ne résiste pas au fait qu'il n'y ait plus de pétrole. On doit s'adapter. On ne résiste pas au fait que le climat change. On va devoir s'adapter également. Et donc c'est toute la différence avec, justement, entre la résistance et la résilience. Bon, une fois quand même qu'on a pris le choc dans la tête, on a résisté un peu, mais enfin en général quand même on prend l'absorption du choc. Donc on a cette absorption qui va être plus ou moins limitée selon l'amplitude du choc et selon la manière dont le système est organisé. Donc là, on va avoir une capacité du système à s'adapter à cette situation. Et puis ensuite, on revient à quelque chose. Et l'idée, c'est qu'on est en plus capable de tirer des leçons de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a une capacité d'analyse où on observe les choses qui ont été vécues sur le terrain. Et on en tire des leçons pour faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux. Donc là aussi, je vous donne un exemple. Quand j'animais un blog qui s'appelle Avenir sans pétrole, et je me réjouissais à chaque fois qu'il y avait une grève dans les raffineries pétrolières. Parce que, évidemment, on voyait à ce moment-là des queues se former dans les stations-service avec des gens qui étaient prêts à se taper dessus pour faire le plein de la bagnole, alors que ça n'avait, dans le fond,
pas grand-chose de grave en soi. C'était juste une grève dans les raffineries. C'était pas une rupture d'approvisionnement mondial de pétrole. C'était un truc où en gros il suffisait d'envoyer l'armée, hop, vous dégagez tout le monde, puis ça repart. Mais ça permettait de se rendre compte à quel point on est dépendant, à quel point on est vulnérable à cet endroit-là, et à quel point on est incapable aussi de tirer les leçons de ce genre d'événement. C'est-à-dire que globalement, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Personne ne se dit « Ah ouais, quand même, là, il s'est passé un truc. On a quand même un petit problème avec notre dépendance au pétrole. Faudrait peut-être qu'on y réfléchisse. » Non, en fait. La crise est passée, on passe à autre chose. Et il s'est passé à peu près la même chose avec le Covid. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde d'après ne sera pas du tout comme le monde d'avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce truc-là. Mais bon, voilà, même là où je travaillais au conseil régional pendant la crise Covid, hein, je l'ai entendu, le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant, tout ça. Hop, dès que c'est reparti, c'est reparti. Voilà. Donc là, typiquement, on n'est pas du tout dans un système qui tire les leçons de la situation et qui permet de s'améliorer et de se dire, ok, là on a constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas de la même manière et on va essayer de corriger le tir. Voilà en gros ce que je voulais vous présenter comme étant ce qui caractérise la résilience d'un point de vue chronologique. Alors, pour vous montrer que c'est aussi comment dire, quelque chose qui est assez subtil et complexe, la particularité, par exemple, des questions climatiques et du bilan carbone, quand vous voulez faire un bilan carbone, c'est pas tellement compliqué. C'est un tableau Excel. Hein. Voilà. En gros, vous avez un tableau Excel, vous rentrez des données qui concernent votre territoire, donc vous avez des chiffres, vous avez des facteurs de conversion, vous transformez tout ça en tonnes d'équivalent carbone, et puis vous avez un magnifique rapport qui est le bilan carbone de votre entreprise, de votre territoire, etc. C'est assez simple en fait, c'est du chiffre, de la quantité, et c'est assez simple à gérer. La résilience, c'est pas tout à fait ça. La résilience, ça mélange énormément de choses, ça mélange du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Ça mélange des aspects techniques, des aspects sociaux, organisationnels, et donc c'est en ce sens où c'est toute la richesse qu'il y a derrière cette notion de résilience et qui permet d'essayer d'évaluer si notre territoire ou notre organisation, parce que quand je dis organisation, enfin, j'ai envie de dire l'université d'Orléans pourrait elle-même évaluer la résilience de son organisation. Voilà, il y a une rupture d'approvisionnement en pétrole, qu'est-ce qui se passe pour le campus, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les profs peuvent toujours venir donner leurs cours, est-ce que les étudiants peuvent toujours venir en cours, etc. Est-ce qu'on peut toujours avoir de la bouffe au restaurant du campus. Bon, donc on peut faire exactement cet exercice à l'échelle de n'importe quel système. Donc là, vous avez en gros, donc c'est une boussole de la résilience qui a été faite par le CEREMA et qui est assez intéressante. Donc je vais juste l'aborder avec vous assez rapidement, sans y passer trop de temps, pour que vous perceviez un petit peu tous les éléments sur lesquels il faut agir pour essayer de voir si effectivement on est capable de subir un certain nombre de changements. Donc la question de la cohésion et de la solidarité, on parle de culture, de savoir-faire, capacité d'agir. Est-ce que les parties prenantes du système, donc du territoire, est-ce que les habitants, est-ce que les élèves de ce campus sont mobilisés, sont impliqués dans la vie, dans la prise de décision, est-ce qu'il y a du partage de savoir qui peut faire que, eh bien, si une personne manque, on est capable de la remplacer, une compétence manque, on est capable également de la retrouver ailleurs. Donc ça fait partie des choses, le lien entre les membres du système et leur capacité à se transférer leur savoir, leur savoir-faire, etc., c'est un élément important. La question de l'anticipation et de la veille. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre d'endroits où on crée des GIEC locaux, des GIEC régionaux pour observer les impacts du changement climatique sur le territoire. Bon, eh bien effectivement, si on peut se préparer aux évolutions qui viennent, c'est autant de temps gagné aussi, et c'est une meilleure capacité de résilience. Donc connaître les menaces, informer, éduquer, préparer aux crises. Quand je dis préparer aux crises, c'est parce que parler de résilience, c'est quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais moi, ça fait
une bonne douzaine d'années que je travaille sur la résilience, je peux vous dire que ça fait très peu de temps qu'on est capable d'en parler, et j'ai envie de vous dire c'est quasiment que depuis la crise Covid. Parler de résilience, c'est parler de vulnérabilité, c'est-à-dire c'est accepter le fait qu'il peut nous arriver quelque chose. Politiquement, ça marche pas, ça. En général, politiquement, on a surtout envie de dire que ça va bien se passer, que surtout si c'est pour moi que vous votez, globalement les choses iront mieux hein, que si vous votez pas pour moi. Et donc, on a globalement, on n'a pas intérêt à raconter le fait qu'il peut nous arriver des bricoles. Donc, il y a ce problème, cette difficulté à aborder la question des vulnérabilités. Et c'est en général au moment où les problèmes arrivent qu'à ce moment-là, on est capable de l'assumer. Je vous donne juste un exemple, là aussi, historique, sur la préparation des crises. Au Québec, début des années 2000, il y a eu un effondrement des lignes électriques. Je ne sais pas si vous voyez comment est fait le Québec. Et en gros, vous avez, dans le nord du Québec, des grands lacs avec des grands barrages. Et puis, vous avez des lignes électriques qui font 3000 km et qui alimentent Québec, Montréal, là où il y a, en gros, toute la population qui est concentrée. 3000 km de lignes à très haute tension, hein, c'est même pas le 400 000 volts de France, c'est 700 000 volts au Québec. Bon. Et là, hop, pluie verglaçante en plein hiver, donc des stalactites qui se forment sur toutes les lignes à haute tension, énormément de poids, pouf, les lignes s'effondrent. Vous êtes en plein hiver, au Québec, tout le monde se chauffe à l'électricité, il n'y a plus d'électricité. Bah, ça pose un petit sujet aussi, là. Ils se sont rendus compte que... Donc là, il a fallu essayer de faire le branle-bas de combat, tout ça. Et bizarrement, eh bien, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à travailler la résilience dans toutes les universités, à faire des masters sur la résilience à l'École Polytechnique de Montréal, etc., etc. Et puis à diffuser aussi, avec les ministères, des vidéos qui disaient « 72 heures, votre famille est-elle prête ?» Où on voyait du coup une petite vidéo, il y avait une famille avec la grand-mère, voilà, la petite famille, les enfants, et puis il disait, bon ben voilà, en gros, en moyenne, s'il se passe quelque chose, il peut nous falloir 72 heures pour venir vous aider. Est-ce que vous êtes capable de tenir 72 heures coupé de tout? Bon, bah, quand vous commencez à avoir des vidéos comme ça qui circulent, déjà, c'est de se dire, oh là là, mais c'est inquiétant, bon. Mais en même temps, le jour où vous savez que vous pouvez tenir 72 heures, bah, après, j'ai envie de dire, au contraire, ça rassure. Et donc, c'est pour vous dire le schéma mental qu'il y a sur la question de la préparation aux crises. C'est-à-dire, soit on est dans le déni et on dit il ne peut rien nous arriver, mais alors je ne vous dis pas le jour où il arrive quelque chose, en général c'est compliqué. Soit eh bien, on accepte le fait qu'il peut se passer des choses et donc on s'y prépare. Je passe beaucoup de temps là, je digresse un peu. Hein. Bon, la question de l'adaptation, de l'apprentissage et de l'innovation, on y reviendra plus tard, mais globalement, la question de l'innovation, c'est voilà, à quel point les personnes, les habitants du territoire sont dans une dynamique de recherche, de solutions, de recherche d'une manière générale. C'est le principal facteur de résilience des grandes villes. Voilà. Les grosses métropoles, les grosses mégapoles, que ce soit Paris, Marseille, ou bon, même métropole d'Orléans, de Tours, etc. En termes de résilience, c'est pas au top. Par contre, c'est l'endroit où il y a justement cette richesse, cette rencontre des cultures. C'est là où il y a les universités, c'est là où il y a beaucoup de jeunesse, etc., etc. Et donc c'est en général des territoires où justement ça innove beaucoup. Et donc il y a cette capacité aussi à trouver plus facilement des solutions que parfois dans des zones rurales où on se laisse un peu vivre et puis on n'est pas forcément dans une dynamique comme ça. Et puis c'est un petit peu différent. Sobriété, besoin essentiel, évidemment. La résilience passe par le fait d'être capable de répondre à tous les besoins vitaux des habitants en toutes circonstances, c'est essentiel. Le tout dans le respect des limites planétaires. Je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure. 9 limites planétaires, voilà, qui sont les limites dans lesquelles on est censé rester, parce que c'est les 9 éléments qui font que l'humanité vit sur cette planète. Bon, on en a dépassé 5, me semble-t-il. Donc, on a déjà fait une bonne partie du boulot. En tout cas, l'idée, c'est de répondre à tous nos besoins en restant dans cette limite à l'intérieur de ces limites planétaires. Robustesse et continuité. Comment on assure notamment la continuité des services, etc., par de la fiabilité.
peut parler de la question de l'électronique, on peut parler d'un certain nombre de choses dont dépendent nos sociétés et nos territoires, et qui sont extrêmement vulnérables. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais on a eu à Châteauneuf-sur-Loire, il y a quelques semaines, des travaux, et puis il y a une pelleteuse qui a arraché le câble orange qui alimentait la ville de Châteauneuf. On s'est retrouvé pendant 2 jours sans connexion Internet. En fait, je ne m'étais même pas rendu compte de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que du coup, on peut se dire, ah bah tiens, juste, je peux plus faire mon WhatsApp. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Il n'y a plus de distributeur automatique de billets. On peut plus retirer de liquide, mais on peut plus payer en carte bleue, donc on peut plus aller acheter au supermarché, etc., etc. Enfin bon, du coup, des boucles de trucs qui sont incroyables, de se dire, il y a un câble qui est coupé, et d'un seul coup, tout s'arrête. Vous pouvez plus joindre la mairie, donc vous pouvez plus joindre le poste de police, vous pouvez plus contacter personne, parce qu'il y a une pelleteuse qui a arraché un câble. Voilà. Donc, c'est pour vous dire un petit peu à quel point tout ça n'est pas fiable, tout cela n'est pas robuste en tant que tel, et à quel point, justement, on a des petits sujets de réflexion à porter sur un certain nombre d'éléments qui sont vitaux, qui sont essentiels pour la continuité des services dans les territoires. Et puis évidemment, on termine sur la question de la gouvernance, de l'implication des citoyens dans la manière dont on vit sur le territoire. Voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas vraiment partagé. On a souvent des manières de gérer la politique assez descendantes, où on fait une espèce d'exercice de démocratie participative, mais où finalement les citoyens sont plutôt dans une logique simplement de se dire, une fois que j'ai déposé mon bulletin de vote, ça y est, j'ai fait le taf. En termes de participation citoyenne, il faut peut-être changer de modèle, parce que du coup, dans ce genre de situation, c'est pas juste le maire ou la maire de la ville qui va gérer tous les problèmes de tout le monde. C'est pas possible dans ce genre de circonstances. Donc là, il va falloir qu'on ait une implication aussi large que possible des citoyens, des acteurs socio-économiques du territoire, dans la vie du territoire, pour faire en sorte d'être capable de répondre et de trouver des solutions en toutes circonstances. Donc voilà, en gros, je vous ai dressé ici un tableau à grands traits des éléments sur lesquels on peut intervenir quand on parle de résilience, et sur lesquels, en gros, évidemment, on a beaucoup de boulot, parce qu'il n'y a pas grand-chose de tout ça qui est mis en œuvre aujourd'hui, ou en tout cas de manière positive. Donc c'est voilà, une source de travail. Et aujourd'hui, il y a des collectivités qui s'intéressent à ça. Moi, personnellement, je suis en train d'essayer de voir avec la région Centre pour essayer de développer un outil de diagnostic territorial pour que des systèmes, enfin soit des entreprises, soit des collectivités puissent essayer d'évaluer leur niveau de résilience en fonction d'un certain nombre de ces critères. Aujourd'hui, ça manque un petit peu pour justement partir d'un point de départ et voir ce qu'on peut améliorer. Voilà ce que je voulais vous dire d'un point de vue théorique et un petit peu pratique quand même sur les questions de résilience. Maintenant, je voulais partager avec vous la question des biorégions. Je suis membre d'un think tank qui s'appelle l'Institut Momentum, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous connaissent. C'est une association, un institut qui est basé à Paris et qui réfléchit à ce qu'on appelle les issues de l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, c'est cette fameuse grande accélération que je vous ai montrée au départ, c'est-à-dire cette phase gigantesque et dramatique où l'humain, surtout l'humain riche et occidental d'ailleurs, a tellement marqué profondément la Terre que même quand l'humain aura disparu, on saura toujours voir qu'il est passé par là. Voilà, c'est l'ère géologique de l'humanité occidentale qu'on appelle l'Anthropocène et qui du coup est appelée à se terminer pour les raisons qu'on a évoquées au début de cette conférence.
Et donc avec l'Institut Momentum, eh bien, on a été invité à faire un travail à l'échelle de l'Île-de-France pour essayer d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler l'Île-de-France sans voiture. La consigne de départ, c'était ça. C'était imaginer post-car Île-de-France. Donc ils ont fait travailler une équipe de géographes en disant, bon, vous allez nous faire une étude statistique, vous prenez l'Île-de-France avec son fonctionnement actuel, vous enlevez de la voiture et vous regardez ce qui se passe. Bon, donc c'est une approche très statisticienne, bon. Et puis, nous en avons parlé aussi, mais on a dit, nous, s'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de nucléaire, il n'y a plus de gaz non plus. Donc, en fait, globalement, l'Île-de-France, sans tout ça, c'est plus tout à fait la même. Donc, ça va supposer quelques changements. Donc, ils nous ont proposé, allez-y. Donc, quand je dis ils nous ont proposé, c'est le Forum Vie Mobile. Le Forum Vie Mobile, c'est un think tank de la SNCF. Donc, c'est une association interne à la SNCF qui réfléchit à l'avenir de la mobilité. Voilà, pour essayer de voir, ça va être quoi la place du ferroviaire, etc. Mais pas que. Et tous les aspects de la mobilité. Donc, ils financent des études comme ça pour essayer de voir comment tout ça va pouvoir évoluer. Et donc, ils nous ont dit, allez-y. Lâchez-vous, faites-nous un scénario 2050 en Île-de-France, en imaginant qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a plus de pétrole, plus de gaz, plus de nucléaire, comme vous dites. Bon, voilà. Et donc, finalement, c'est plutôt l'Île-de-France après l'effondrement. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qu'on a pris comme hypothèse, c'est-à-dire, on s'est dit, en gros, ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire qu'à partir des années 2025-2030, on a vécu un effondrement systémique, et donc, on se projette en 2050 et on regarde à quoi nous sommes arrivés après ce retour à l'équilibre, un retour à quelque chose de plus résilient. Bon, là vous avez vous allez voir, je vais vous montrer des photos, il y a eu des petits montages qui ont été faits où on voit le avant-après. Voilà, donc là c'est l'aéroport d'Orly, et vous voyez en 2050 à quoi ça ressemble. Alors, il y a une version gros rapport de 250 pages qui est juste disponible en PDF sur le site de l'Institut Momentum, un téléchargement gratuit. Et puis il y a la version poche, le Grand Paris après l'effondrement, qui est ici, là, et qui se lit très bien, c'est un petit truc sympa, voilà, juste avant de vous coucher, ça marche bien, on dort bien après. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, parce que l'idée, c'était quand même d'être un petit peu inspirant. Alors évidemment, on dit que c'est après l'effondrement, ça nous permet d'évoquer la question des ruptures, parce que la plupart des scénarios qu'on voit aujourd'hui sont des scénarios qu'on peut qualifier de continuistes. C'est-à-dire que ce soit le scénario Négawatt, scénario Greenpeace, le scénario de l'ADEME, etc. On est toujours dans des scénarios où vous avez des courbes comme ça qui se suivent jusqu'en 2050, à la hausse ou à la baisse, etc. Et dans tous les cas, on a une forme de continuité. Là, ce que je vais vous raconter, c'est pas du tout de la continuité. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, on se permet cette rupture. Et donc, ça nous a autorisé justement à imaginer quelque chose de profondément radical, mais qui pourrait aussi, alors on peut l'imaginer après l'effondrement, où on peut se dire, est-ce que c'est pas vers ça qu'il faut tendre avant l'effondrement ? Donc l'idée, c'est de l'inspiration, c'est de provoquer des réactions. Je vous rappelle qu'un scénario n'est pas une prévision. Un scénario, c'est juste quelque chose qui vient, qui est là pour susciter du débat, susciter de la réaction. Et donc c'est un peu l'exercice de style de ce soir. En fait, quand on a commencé à travailler sur l'Île-de-France, une des choses dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que on avait beau nous raconter que Paris était la grande ville la plus résiliente du monde, c'était un peu cocasse d'entendre ce genre de choses, notamment parce que en fait, ce qui caractérise les mégapoles, c'est notamment la question de la gestion des flux. D'un point de vue technique, c'est assez gigantesque. C'est gigantesque. Voilà, je vous ai juste mis quelques chiffres. Par jour, vous voyez un petit peu ce qui bouge en Île-de-France. C'est colossal. Alors tout ça, ça dépend évidemment du pétrole. Là, je vous ai mis la carte ici. Ça, c'est les oléoducs principaux que vous avez en France. En gros, vous avez chaque jour 110 000 barils de pétrole, 110 000 barils de pétrole par jour, qui arrivent par un tuyau qui vient du Havre. D'accord ? Là, c'est le tuyau que vous voyez ici. Là, il alimente les 4 raffineries de l'Île-de-France.
110 000 barils de pétrole par jour pour alimenter toutes les activités économiques, les transports, la mobilité, etc. Tout ça par un tuyau. Bon, donc, ça pose la même question que le câble de Orange tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est le même genre de situation, sauf que les implications ne sont pas tout à fait les mêmes, évidemment, voilà, à l'échelle de l'Île-de-France. Donc on s'est rendu compte que pour pouvoir gérer à l'échelle d'une mégapole autant de monde, autant de marchandises, il faut être hyper efficient. C'est-à-dire, vous ne pouvez compter que sur des systèmes techniques extrêmement complexes, des systèmes de l'ordre du monopole, c'est-à-dire que là, pour le coup, le petit bidule bricolé, ça ne marche pas. Hein, pour transporter tout ce monde-là, vous ne pouvez pas bricoler avec 50 000 énergies différentes, etc. C'est pas possible. Donc, eh bien, vous fonctionnez avec du pétrole, vous avez un principal opérateur de téléphonie qui gère les réseaux, vous avez voilà, un seul opérateur qui gère l'électricité, etc., etc. Bon, donc vous avez des situations de monopole qui permettent de gérer tout ça. Et donc vous avez une grande fragilité liée au fait que eh bien, vous avez des flux qui ne permettent pas le moindre grain de sable dans l'engrenage. Ce que je vous ai mis là comme graphique, c'est en gros l'analyse de messieurs Liétard et monsieur Ulanovic, qui est un écologue, qui a observé les écosystèmes et qui a essayé de regarder dans les écosystèmes qu'est-ce qui faisait que l'un était plus durable que l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'un système dans la nature dure plus longtemps qu'un autre. Et ils se sont rendus compte, en les analysant, eh bien, que le système le plus durable était celui qui avait un équilibre entre l'efficience et la résilience, avec, on va dire, plutôt 2/3 de résilience et voilà, plutôt du côté de la résilience que de l'efficience, mais c'est à l'équilibre. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que l'idée, c'est pas forcément de rechercher la résilience absolue. Il faut trouver cet équilibre parce que, évidemment, dans une société organisée, on ne peut pas tout faire. Il faut qu'on optimise quand même un certain nombre de choses. Je prends un exemple sur l'alimentation. Bon voilà, vous avez des fois des argumentaires qui disent ça a moins d'impact environnemental de faire venir des légumes ou de la viande de Nouvelle-Zélande parce que ça vient avec un bateau qui amène tout ça et puis ça passe par la chaîne de supermarchés, plutôt que d'avoir eh bien, tous les habitants d'une petite ville qui prennent chacun leur voiture et qui vont aller tous les uns après les autres chez le producteur local. Le bilan carbone va être supérieur. Et donc on vous explique ça et là vous dites ok, donc ça veut dire qu'on a aussi, même dans la transformation de nos pratiques, un besoin d'optimisation. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on relocalise, oui, il faut qu'on fasse de l'autosuffisance, il faut qu'on assure de l'autonomie sur un certain nombre de services, de matières, etc. Mais il faut qu'on le fasse aussi de manière optimisée pour que ça ait du sens et pour que ça soit aussi soutenable dans le temps. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut qu'on retrouve cet équilibre. Là, on est dans une période où le seul objectif, c'est l'efficience. Pour économiser, faire un maximum de profit, faire de la croissance économique, il vaut mieux avoir une usine qui fait un seul produit à l'autre bout du monde, plutôt que d'avoir autour de chez soi plein de petits artisans qui font plein de trucs différents. Voilà, c'est juste de l'optimisation. Le top de l'optimisation, c'est la mondialisation, et on se rend compte que, eh bien, comme ça, on arrive à avoir ce genre de système. Donc, vous optimisez l'efficience. Non, j'ai un pléonasme ce que je dis là. Donc, vous essayez de faire au maximum d'efficience, mais vous avez quelque chose qui est hyper fragile. Et vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles, par exemple, vous avez la ville de Datang, en Chine, qui fait 2/3 des chaussettes de la planète. Voilà, vous avez 200 000 habitants qui consacrent l'essentiel de leur vie à produire des chaussettes qui sont distribuées dans le monde entier. C'est le même problème que vous avez dans les bassins, par exemple, sidérurgiques ou les bassins miniers. Quand on décide de fermer les mines, eh ben, c'est l'effondrement parce qu'on a misé sur un seul type d'économie, etc. Donc, en gros, ce genre de fonctionnement a une forme de sens du point de vue de l'économie, mais par contre, ça pose un gros problème au niveau de la résilience. Et je ne donne pas cher non plus de l'économie de la région toulousaine le jour où on va arrêter de construire des avions.
hein, parce que vous avez à peu près 60 000 personnes qui dépendent de près ou de loin de l'industrie aéronautique, et donc c'est typiquement le genre de situation qui peut poser des problèmes très importants. Donc l'hypothèse qu'on a formulée, c'est bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passerait si un effondrement nous prenait de court, c'est-à-dire on n'a pas assez anticipé et donc la situation bascule. Est-ce qu'on pourrait quand même imaginer avoir quelque chose de désirable? Je vous avoue que ça fait quelques petits débats entre nous, hein, de savoir à quoi ça ressemble 2050 après un effondrement. Il y avait certaines hypothèses qui étaient, en 2050, il reste du charbon de bois et puis du cheval de trait. Hein, voilà, Donc là, on a dit, dans ce cas-là, on fait juste intervenir des historiens du Moyen-Âge, et puis c'est pas la peine non plus de s'agacer à avoir des ingénieurs, à essayer de faire des scénarios un petit peu chiffrés. Donc on a dit, on va peut-être essayer quand même de trouver quelque chose qui combine un petit peu quand même les progrès techniques qu'on a pu faire ces dernières décennies, et puis évidemment le fait que ça s'est effondré et que des choses ont évolué. Alors une biorégion, qu'est-ce que c'est? Un petit élément de définition. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on devait parler de la question des présidentielles, par exemple, évidemment, la question de l'organisation territoriale, elle est importante. Moi, j'ai entendu qu'une seule personne qui a dit, aujourd'hui, la dimension des régions n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, les régions, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Bretagne, etc., aujourd'hui, ça ne correspond plus forcément à quelque chose, ce sont des limites administratives. Il faudrait redessiner les régions, non pas en fonction de limites administratives, mais en fonction d'autre chose. Cette autre chose, ça pourrait être la question des réalités naturelles. C'est-à-dire on peut parler des bassins versants, on peut parler des terres arables, des types de sols, on peut parler des massifs forestiers, etc. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir redessiner des régions, non pas en fonction simplement de limites administratives. Par exemple, la région Centre-Val de Loire, si vous en parlez à des élus de la région, ils vont vous expliquer que c'est la région qui restait une fois qu'on avait dessiné les autres. Voilà. C'est-à-dire que vous avez dessiné toutes les régions de France, puis à la fin il restait un truc au milieu, on a dit ça sera la région centre, hein, voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de. Alors qu'en région centre, vous avez la Beauce, vous avez le Berry, vous avez le Val de Loire, vous avez des choses qui sont extrêmement variées, mais qui n'ont pas forcément de cohérence d'ensemble dans une même région. Cette biorégion, du coup, elle serait constituée plutôt de systèmes localisés avec des petites et des moyennes villes, c'est-à-dire que c'est la fin de la métropole. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la métropolisation, qui pousse à des situations de fragilité et de vulnérabilité telles que je les ai exprimées juste avant avec Paris. Là, l'idée, c'est de revenir à quelque chose de redimensionné, où on va avoir des villes qui vont avoir des tailles beaucoup plus modestes, et avec des gouvernances qui vont être là aussi adaptées à ces nouveaux territoires. Donc on va avoir des implications plus fortes, au lieu d'avoir des villes-centres avec des périphéries essentiellement résidentielles dans lesquelles finalement les gens se dirigent vers le centre-ville tous les jours pour aller bosser, on va avoir plutôt des entités comme ça qui vont être parcellaires et avec de l'équilibre, encore une fois, entre ce qui est capable de fournir le territoire du point de vue alimentaire, énergétique, etc., et la quantité de personnes qui vont être sur ce territoire. Donc, équilibre écologique, productif et social qui permet cette fameuse soutenabilité que j'évoquais tout à l'heure. Alors pour l'Île-de-France, ça donnait à peu près ça. C'est-à-dire que on est reparti finalement de cartographie qui existait à la fin du XVIIIe. Donc c'était les pays. Des pays qui avaient été dessinés à la fin du XVIIIe. Donc vous avez le Vexin, le Mantois, la Plaine de France, la Brie champenoise, etc., etc. Et tous ces territoires ont des caractéristiques géophysiques particulières, des caractéristiques biologiques, en fonction, est-ce que c'est des plaines, est-ce que c'est des zones forestières avec des éléments différents. Donc on est reparti de ce découpage qui ressemble plus à quelque chose qui est de l'ordre du terroir, en imaginant justement comment la vie pouvait se réorganiser, non pas avec le grand Paris au centre, mais avec bien sûr tous ces territoires qui retrouvent une forme d'autonomie. Et donc on a posé des hypothèses. Et donc c'est ces hypothèses qui ont fondé le scénario, et celle-là, c'est celle qui a le plus fait bondir quand on en a parlé, parce que, là vous avez le chiffre de 2050, mais vous n'avez pas celui d'aujourd'hui. Combien d'habitants aujourd'hui en Île-de-France?
Ouais. 12 millions d'habitants. Bon, alors donc du coup, poser l'hypothèse que la population de l'Île-de-France est divisée par deux, si vous voulez, dit comme ça, les gens nous ont un petit peu regardé en disant mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens-là? Alors, ça a été évidemment un sujet de discussion. Alors, il y a plusieurs manières de le raconter. Hein. Donc, on a fait ce travail avec Yves Cochet et Agnès Sinaï. Je ne sais pas si vous connaissez Yves Cochet. Voilà, un ancien ministre de l'Environnement. Bon, bah, lui, Yves Cochet, hein, c'est lui notamment pour qui, en 2050, ça sera surtout du charbon de bois et des chevaux de trait. Bon, alors lui, quand il vous raconte ce qui s'est passé, bon, c'est pas triste. Hein. Alors, nous, ce qu'on raconte plutôt, c'est que, effectivement, dans un contexte d'effondrement, la concentration de population qu'il y a dans Paris n'a plus de sens. C'est-à-dire que c'est plus possible de nourrir tout le monde de cette manière-là, donc les gens simplement quittent. Donc il y a un exode urbain qui se passe, et donc on quitte ce grand Paris pour retourner vers les plaines, vers les campagnes, vers la province. Et ça, on l'a fait avant le Covid. Donc évidemment, ça choquait quand on parlait de ça. Mais quand on a eu l'annonce du confinement, et qu'en 3 jours, il y a 17% de la population de Paris qui a pris le train pour partir, pour quitter la métropole, d'un seul coup, nos chiffres n'étaient plus si délirants que ça. C'est-à-dire que ce qui paraissait complètement inconcevable avant, ça commençait à prendre une tournure de quelque chose qui, bon, ok, oui, c'est vrai que c'est beaucoup, 50%, mais dans le fond, c'était juste un confinement, d'accord, hein, et pourtant, les gens se sont dit, si on se confine, peut-être que c'est mieux qu'on ne soit pas là. Et que c'est bien parce qu'il y a du boulot, il y a des musées, on peut faire la fête, mais par contre, si on ne peut plus rien faire de tout ça, peut-être qu'il vaut mieux qu'on se casse vivre ailleurs, d'où le fait que, voilà, division par 2 de la population. Bon. Donc évidemment, s'il y a eu effondrement, on peut aussi mettre derrière les problèmes sanitaires, les problèmes d'alimentation, qui font que globalement, il y a aussi des gens qui meurent. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt, mais c'est un peu tout ça qui fait que globalement on revient à une population en Île-de-France qui se rapporte vers le milieu du XXe siècle, autour des années 60, ce qui n'est pas non plus un retour à la préhistoire, si vous voulez, en termes de quantité non plus de population, mais on revient à quelque chose de plus raisonnable. Et vous voyez que finalement la ville de Paris se répartit essentiellement sur 5 biorégions, qui chacune en fait vont avoir ses interactions avec la ville. Deuxième hypothèse, donc on a une gestion politique qui est complètement différente. On a un rapport à la prise de décision qui est transformé. On n'a plus d'internet. Donc évidemment, on a la question de la mondialisation, puis il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de pétrole, etc. Donc évidemment, si vous voulez, les rapports sont plus les mêmes. Et donc on revient à quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, fédéral. Voilà, c'est des fédérations, une France fédérale dans une Europe fédérale, etc. On revient à quelque chose où les gouvernances seront beaucoup plus autonomes sur chacune de ces biorégions. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais l'idée c'est de dire qu'on revient à quelque chose de plus, de plus réparti sur le territoire en termes de gouvernance. La troisième hypothèse, c'est la question de la consommation d'énergie. Alors, on est parti du principe que c'était 100% d'énergie renouvelable et que la quantité d'énergie disponible, c'était une division par 2,6 par rapport à la moyenne. Ce qui n'est pas si terrible en soi. Hein. La loi de transition énergétique nous dit qu'il faut diviser par 2 la consommation d'énergie à l'horizon 2050. Donc finalement, vous voyez que c'est pas tant que ça. Cela dit, le gros changement culturel qu'il y a, c'est que si vous prenez le scénario négawatt, par exemple, tout le monde connaît le scénario négawatt? Non? Ok. Donc négawatt, c'est une association d'ingénieurs qui, depuis une grosse dizaine d'années, produit régulièrement une mise à jour de son scénario 100% renouvelable pour la France. Donc depuis le début, ils considèrent qu'on peut faire du 100% renouvelable en France, c'est-à-dire 100% d'énergie sont faits sans nucléaire, sans gaz et sans pétrole et sans charbon évidemment. Et donc, entre la biomasse, l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, etc., eh bien, on est capable de répondre à 100% de nos besoins. C'est un scénario d'ingénieur qui tient très bien dans un tableau Excel et qui garantit heure par heure jusqu'en 2050 l'équilibre des réseaux.
Donc c'est un truc, c'est hyper bien ficelé et ça marche très très bien. Mais ça part de l'hypothèse que techniquement, on va être capable de répondre instantanément à la demande du pays. Et donc ça suppose un niveau de technologie, évidemment, extrêmement élevé. Là, je rappelle qu'on est post-effondrement et que la capacité à gérer les réseaux va peut-être pas être tout à fait la même. Et donc on part du principe que l'énergie renouvelable revient à ce qu'elle était, c'est-à-dire c'est la société qui va s'adapter à la disponibilité de l'énergie et pas l'inverse. Par exemple, le meunier fait de la farine quand il y a du vent qui fait tourner son moulin. Bon, puis quand il n'y a pas de vent, bah, il s'occupe de ses sacs, etc. Bon, il fait des trucs, il fait d'autres choses, mais bon. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, quand il n'y a pas assez d'énergie, les trains ralentissent. Donc évidemment, ils arrivent en retard, etc. On change de rythme. Dans les industries, il y a certains types de process qui peuvent être amenés soit à ralentir, soit à s'arrêter, ça pose pas de problème. Il y a d'autres, par contre, éléments qui vont être essentiels dans les hôpitaux ou autres, ou des éléments électroniques qui vont avoir besoin... J'ai dépassé l'heure déjà ? Idée ? Donc il me reste pas du tout de temps ? D'accord, ok. Je vais aller vite. Ça marche. Non, mais c'est bien de me le rappeler. Donc, c'est pour dire que voilà, en tout cas, on a un changement culturel à faire pour que la société soit plus à même de s'adapter à la disponibilité de l'énergie. La moitié de la population de l'Île-de-France participe à la production alimentaire. Là aussi, c'est un élément, je pense, qu'il faut avoir en tête. Le monde de demain, ça ne sera pas un monde où il y a 3 à 4% de la population dans les champs. Ça, c'est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité qu'on a vécu grâce au pétrole. Ça n'a jamais existé avant, ça n'existera pas après. Et donc, le fait de retourner au champ, quand je dis au champ, le quotient agroalimentaire pose évidemment plein de choses. C'est de la production à la transformation, à la distribution, etc. Il y a énormément de choses à voir. Mais en tout cas, beaucoup plus de gens se retrouvent impliqués. Là, vous avez des simulations de revégétalisation des zones urbaines. Un élément sur les transports aussi. On revient à quelque chose de basse technologie. On passe de 5 millions de voitures à 90 000 voitures dans ce scénario. Des voitures qui sont essentiellement alimentées par du biogaz. Puis après, on a effectivement de la traction animale. On revient beaucoup au train, qui est plus du train en étoile qui part de Paris, qui va vers Marseille, mais qui est du train qui circule plutôt un peu en toile d'araignée entre les biorégions, sachant que ces lignes existaient avant, donc on les réhabilite et on les remet en place. Je suis désolé, du coup, je vais vite. Et puis après, on est parti sur des imaginaires de personnages, en essayant de se dire, ça ressemble à quoi la vie de ces gens-là dans la biorégion de 2050. Donc vous avez Gino, par exemple, Gino qui du coup se trimballe avec son triporteur. Et donc en fait, c'est un musicien, c'est un artiste, et il se balade comme ça, et il installe... On a voulu aussi montrer que c'est pas parce qu'il y avait moins d'énergie et qu'on fait peut-être plus des concerts avec 200 000 personnes, mais pour autant la culture et les arts, c'est quelque chose qui a une place extrêmement importante et qui a toujours beaucoup de place dans ce genre de situation. Vous avez Bérangère qui est conductrice d'une automotrice au gaz, qui conduit ces unités qui sont faites à partir de gaz qui est produit dans toutes les fermes. Vous avez Géraldine qui gère un parc de véhicules partagés. C'est notamment basé sur des vélos mobiles et sur des installations qui sont mises sur des voies de chemin de fer, parce que la voie ferrée consomme beaucoup moins d'énergie que la voie routière, et pareil en entretien. Entretenir des routes, c'est considérable ce qui est nécessaire comme énergie, bien sûr pour le bitume, mais pas que, toutes les machines qui sont nécessaires pour ça, c'est beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Voilà, bon, je passe, mais il y a pas mal de personnages comme ça qui sont présentés dans ce bouquin et dans ce rapport. L'idée, c'était de donner envie, de donner à voir à quoi pourrait ressembler ce mode de vie basse technologie, ce mode de vie dans lequel on consomme moins d'énergie, mais où finalement la vie, c'est pas juste du moins, c'est du autrement.
Et c'est un peu le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Voilà, effectivement, là, ça, c'est un scénario post-effondrement. Le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que on est dans une situation dans laquelle les enjeux sont extrêmement complexes, où la marche et la pente est extrêmement raide entre d'où on part et là où on doit aller. Et donc, il faut aussi qu'on se donne envie d'aller vers des schémas. J'avais envie de vous partager avec vous cette autre manière de considérer le monde, de faire la paix avec la nature, entre les humains et les non-humains, de consommer moins, de rejeter moins. J'espère que, en tout cas, cette présentation a pu vous inspirer, vous plaire, et puis n'hésitez pas à m'interpeller, à poser vos questions autant que vous souhaitez. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence. Nous sommes très heureux d'avoir pu découvrir ces scénarios qui sont au final assez enviables quand on voit un avenir assez vert, quand on voit que les ressources peuvent être gérées si tout est anticipé. Mais par contre, cette anticipation a besoin d'une motivation. Nous avons besoin que les gens soient au courant. Pas que c'est une information dont vous ayez à venir à elle pour la voir, mais que cette information vienne aussi à vous. Les solutions dont on a besoin pour ce genre de scénario n'ont pas toutes été trouvées. Et c'est à l'université aussi de dénicher les talents, de former ces talents qui vont savoir réfléchir, qui vont savoir innover sur ce genre de situation. Que les gens soient prêts à accepter un avenir comme celui-là, qu'ils aient un avenir qui ne soit pas un avenir de réponse à une urgence, mais juste de suivi d'un plan, d'une adaptation qui a été prévue, qui a été anticipée. Sur la situation du Canada, on s'imagine que le pire était le froid sans électricité, mais imaginez, sans électricité, des moteurs à eau, des pompes de ville qui ne marchent plus. Combien de temps vous pouvez vivre sans eau, sans approvisionnement? Est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est beaucoup de questions comme ça que les gens doivent se poser pour continuer à vivre dans un avenir qui s'annonce, qui a toujours été, mais on ne le savait pas, limité. On va donc passer ensuite aux questions sur cette conférence. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, évidemment, j'en aurai plusieurs, donc je vais essayer de les regrouper. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez entendu parler du système d'information des populations, information, alerte des populations. Je me demandais si et comment il serait efficace face aux catastrophes potentielles qui nous attendent, de telle sorte qu'on soit alerté à temps, qu'on puisse réagir à temps. Et j'étais à Nantes et il y a un candidat à la présidentielle en particulier qui dit sur les énergies, puisque dans le même meeting il a parlé de la mer, il a parlé du numérique et il a parlé il a parlé mer numérique et écologie en les ramenant à la question sociale. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez quand il suggérait que la mer Méditerranée était aujourd'hui capable de fournir 66 fois l'énergie dont on avait besoin pour vivre sur Terre. Je vous remercie. Alors merci pour vos questions. Par contre, j'ai pas bien compris dans votre première question, vous avez parlé d'un système au départ. Système d'alerte et d'information des populations. Je crois que c'est le code de la sécurité bancaire. De telle sorte que les
soit alertés par différents moyens de catastrophe qui puissent être alertés Ouais. pour Ouais. Alors, de ce point de vue-là, en fait, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des plans de prévention des risques qui sont obligatoires dans les communes, dans les municipalités. Alors, je pense que globalement, quasiment personne ne sait dans les villes qu'il y a ces plans de prévention. Quasiment personne n'est vraiment prêt. Alors, sauf dans les zones, par exemple, de centrales nucléaires, où il y a régulièrement des exercices qui sont faits avec les populations. Donc, c'est des cas très spécifiques. Mais on va dire qu'il y a des obligations réglementaires, mais l'obligation réglementaire, déjà, ne tient pas forcément compte des questions des risques systémiques qu'on a évoqués, c'est-à-dire qu'on va être sur par exemple des risques industriels à cause d'une usine ou le risque inondation ou ce genre de choses, mais pas forcément, il n'y a pas forcément de plan de il se passe quoi en cas de rupture d'approvisionnement en pétrole, il se passe quoi en cas de blackout électrique qui est amené à durer. Et donc c'est limité dans les types de chocs que ça traite. Et par ailleurs, la population n'est pas impliquée vraiment dans ces systèmes-là. Voilà. Sur votre deuxième question, sur le potentiel énergétique de la mer, bon, je me méfie toujours alors, c'est intéressant parce que ça donne des ordres de grandeur. Hein. Il y a aussi régulièrement des chiffres qui sont sortis en disant si on installait un carré de je ne sais plus combien de kilomètres par je ne sais plus combien de kilomètres de panneaux solaires dans le désert et qu'on ramenait un câble en Europe, ça fournirait 100% de l'énergie en Europe. Alors, sur le papier, ça marche. Sur le papier, ça marche, mais ça résout rien. En fait, ça nous met dans une autre situation de vulnérabilité. Je parlais tout à l'heure d'un seul tuyau qui ramène du pétrole ou un seul câble qui amène le courant. Bon, imaginez qu'on va avoir effectivement des zones qui vont produire l'essentiel de l'énergie de l'humanité. Ça me paraît assez risqué. C'est un pari à la fois géopolitique, un pari technique qui est assez improbable et par ailleurs, les infrastructures que ça suppose, installer un carré de panneaux solaires dans le désert, c'est juste un truc de dingue parce que vous avez une tempête de sable, vous avez vos panneaux qui sont recouverts de sable et bref, ça pose énormément de défis. Donc moi je suis pas en tout cas un fervent partisan. C'est intéressant pour donner des ordres de grandeur de ce que les énergies renouvelables sont capables d'apporter, mais le problème des énergies renouvelables, c'est malgré tout qu'elles sont quand même globalement moins rentables d'un point de vue énergétique que ce que nous apportait le pétrole au début du XXe siècle. Et donc ce qu'on a pu construire jusqu'à présent, on va avoir du mal à le refaire juste avec des énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle même Negawatt, qui considère qu'on peut avoir 100% d'énergie renouvelable, part du principe que c'est jouable si on divise par 2 notre consommation d'énergie. Voilà, sans quoi ça va être ingérable. J'aurais une question. On représentait souvent les métiers comme une sorte de pyramide, consolidée notamment par tout ce qui est agriculture, besoins primaires. Ensuite viennent les services et ainsi de suite. Dans un avenir, notamment celui auquel nous on nous prépare dans notre formation, où on nous prépare à être membre ou chef d'une équipe, notamment d'informaticiens. Dans un avenir sans Internet, on va être chef de pas grand-chose. Et donc ma question revenait à que va être l'évolution des effectifs des métiers et quels sont les métiers qui vont principalement disparaître. Tous ceux qui ont rapport aux services primaires, aux besoins primaires des gens, ça va être aussi en communication, en infrastructure, vont bien sûr exister, vont être forcés, mais des métiers comme trader, dans un monde sans Internet, il va changer des grains de sable, quoi. Donc, quelle va être cette évolution? Est-ce que vous auriez des estimations à nous faire? Aucune. J'ai aucune estimation à faire. Pour vous dire, en ce moment, je travaille sur une étude pour le Conseil régional sur les impacts de la transition écologique sur les nouveaux besoins en métiers et en compétences. C'est un exercice qui est infiniment complexe parce que il se confronte à pas mal de choses et notamment la volonté politique.
Typiquement, si à l'occasion de ces élections présidentielles, on avait eu plutôt des politiques engagées d'un point de vue de transition énergétique et écologique, on aurait pu imaginer qu'il y ait des moyens qui soient mis en place avec de la coercition pour des activités qu'il faut arrêter, avec des moyens donnés à la reconversion d'activités, etc. Et donc en termes de métier, ça permet d'avoir de la visibilité sur le genre d'évolution qu'on va avoir. Ça, c'est un premier point. Si on n'a pas ça, on peut se baser à ce moment-là sur la réglementation en termes d'objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez les lois de programmation pluriannuelle de l'énergie ou les lois alimentaires, etc. Et là, ça vous donne des objectifs en termes de développement d'énergie renouvelable, en termes d'économie circulaire, en termes de gestion des déchets, etc., etc. Donc vous avez des objectifs réglementaires. Là encore, on se rend compte que ce n'est pas parce que la loi le dit que c'est fait. C'est-à-dire que concrètement, on remarque systématiquement, quand on regarde dans le rétroviseur, ah ben, on n'a pas fait le job en fait. Donc du coup, plutôt que de se dire comment on peut réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, eh ben, on revoit les objectifs à la baisse. Et c'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est un vrai problème, et ça rend, là encore, extrêmement difficile de savoir quels sont les métiers qui vont être appelés à augmenter à l'avenir. Et enfin, pour terminer, je dois dire qu'on a aujourd'hui quand même un petit sujet. Il y a un des groupes de travail qu'on a fait sur justement le secteur des énergies renouvelables, sur les métiers en tension. Aujourd'hui, 100% des métiers nécessaires pour les énergies renouvelables sont en tension. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de gens pour aller travailler sur le terrain, sur les différentes énergies. C'est-à-dire qu'en gros, les métiers de la technique et les métiers manuels, d'une manière générale, il n'y a plus personne qui veut les faire. C'est-à-dire que du coup, ils n'ont plus personne dans les formations. Et donc, ça pose quand même une petite question. C'est que si on veut installer des panneaux solaires, si on veut installer des éoliennes, si on veut rénover les maisons, etc., etc., il va falloir des gens pour le faire. Et bien concrètement, toutes les entreprises aujourd'hui se battent pour réussir à avoir les quelques techniciens qui sortent de l'école, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut faire ça. Donc on est dans cette situation dans laquelle le fait de ne pas réussir à atteindre les objectifs est à la fois pour des raisons réglementaires, d'incitation à la fois fiscale, etc., etc., mais aussi parce que les entreprises, concrètement, et là j'ai eu l'occasion de le constater, parce que du coup, en faisant cette étude et en travaillant avec les entreprises et les organismes de formation, et ben, concrètement, elles n'arrivent pas à recruter. Ils sont en train de se demander comment on arrive à rendre ces métiers-là attrayants, tout ça. Donc on est vraiment dans cette situation un petit peu particulière sur l'évolution des métiers. J'aurais une question à mon tour. Il y a le rapport du groupe 3 du GIEC qui est sorti il y a peu. Il a fait un petit peu de remous dans la communauté scientifique, parce qu'il est plutôt fait par des gens qui sont dans les sciences humaines, plutôt des économistes, pas forcément des physiciens, etc. Et donc on a observé comme ça des déclarations à base de telle technologie n'est pas encore industrialisée mais ça va le faire, telle technologie n'existe même pas mais vous inquiétez pas, on va pouvoir tenir nos engagements, c'est-à-dire concilier une croissance et une décarbonation de l'économie en réduisant de 40%, je crois que c'était ce qui était donné comme chiffre. Céline Guivarch, qui avait été invitée sur France Culture, avait parlé de ça sous ces termes-là, en disant qu'on pouvait avoir 40% de diminution des émissions de serre, des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça interroge un petit peu sur quoi il se base pour donner ce genre d'hypothèse. Moi-même, je me suis aussi posé la question et je crois que je n'ai pas été tout seul. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à titre personnel ? En fait, les paris technologiques, c'est toujours compliqué à évaluer. Bon, je sais que, par exemple, Negawatt ne fait pas de paris technologiques. Voilà. Dans leur scénario 100% renouvelable, ils ne font pas le pari qu'une nouvelle technologie va arriver et que ça va permettre à leur scénario de boucler. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'on utilise des technologies existantes. La vraie difficulté qu'on a avec le GIEC et avec les scénarios qu'on présente, c'est la question de à quel moment on va dire qu'il est trop tard. Moi, c'est vraiment une question qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un scénario du GIEC qui sort, à chaque fois on nous dit c'est encore possible.
ça va être dur, mais c'est possible. Le coup d'après, c'est bon, ça va être très dur, mais c'est encore possible. Bon, celui d'après, c'est bon, ça va être très très dur, mais c'est encore possible. Et donc le c'est encore possible, forcément, plus on avance, plus la courbe se raidit, et plus les paris technologiques pour réussir à obtenir des pentes aussi raides doivent être ambitieux. C'est-à-dire qu'évidemment, au début, si vous avez une pente comme ça, bon, bah, vous vous dites, bah, ça va, demain les gens vont prendre le vélo au lieu de prendre la voiture, et puis vous allez voir, ça va marcher, quoi. Et quand vous arrivez à une pente aussi raide que division par 2 en 8 ans, il y a un moment où vous savez que socialement, ça ne sera pas acceptable. Et si ce n'est pas la technologie qui peut relever le défi, eh ben, c'est soit la dictature, et donc la dictature écologique pour dire bah, ça sera comme ça et pas autrement parce que sinon on va tous y passer, soit je ne sais pas quoi d'autre, mais dans tous les cas, ou soit simplement bah, on n'y arrivera pas. Et dans ce cas-là, le résultat du scénario, c'est trop tard. C'est plus de dire bah, c'est encore possible. Et moi, c'est ça qui m'interroge à chaque fois que j'entends les mises à jour. À chaque fois, c'est encore plus grave en fait. Et à chaque fois, on nous dit, bah en fait, ce qu'on vous avait dit là, bah en fait, c'est pire. Et à chaque fois, la même chose. Et à chaque fois, quand même, on nous dit, mais c'est encore possible. Bon, alors là, quand même, on nous parle de 3 ans. 3 ans, ça commence à vraiment plus faire beaucoup. Voilà. Pour moi, en fait, le sujet, il est là. C'est-à-dire que du coup, on est dans des échéances aujourd'hui qui sont tellement brèves qu'on ne peut pas faire autrement que miser sur la technologie. Et pour tout vous dire, c'est une profonde inquiétude que j'ai sur le genre de choses qui pourraient advenir. Par exemple, je parle de la géo-ingénierie. S'il est question demain d'avoir des avions qui balancent des trucs dans le ciel pour essayer de réduire, on va dire, le rayonnement solaire pour éviter la surchauffe, de manière irréversible en fait. C'est-à-dire que du coup l'idée c'est de se dire bah voilà on va transformer la nébulosité de la Terre pour réduire le réchauffement. C'est la géo-ingénierie et donc du coup il y a un moment où on va se dire bah on fait quoi est-ce qu'on se permet de faire ça? On n'a plus le choix de toute façon. Donc bah voilà, il nous reste 6 mois pour agir. Bah, on propose d'envoyer des avions et puis on va y aller. Bah, vous êtes contre. Bah, si vous êtes contre, alors quoi? Vous êtes pour qu'on crève tous ou bon? Et puis on va se retrouver dans ce fameux choix, ce fameux dilemme de dire bon bah ok, alors j'accepte la géo-ingénierie ou bah je suis contre l'humanité pour que tout le monde meure, etc. Bon voilà. Donc on arrive dans cette période quand même où on se retrouve à avoir des confrontations qui sont assez compliquées. Donc je ne suis pas vraiment étonné qu'aujourd'hui on nous sorte ce genre de pari technologique pour rendre le scénario encore acceptable, mais dans le fond, ça ne change rien au fait qu'on ne fait pas le job, quoi. D'autres questions? Oui. Attendez, Est-ce qu'on quand on aura maîtrisé la fusion nucléaire, il sera déjà trop tard sur les questions climatiques? Alors moi j'ai jamais compté dessus. J'ai jamais compté dessus parce que alors je sais pas trop où en sont les Chinois. Quoi qu'il en soit, pour moi le truc de la fusion nucléaire, c'est le mythe de l'énergie infinie. L'énergie propre et infinie, hein, c'est en gros ce qu'il y a en arrière-plan. Pour moi, ça pose un vrai problème. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Jean-Marc Jancovici, qui est un polytechnicien, qui est voilà, très affûté sur les sujets climatiques, etc., et qui a cette phrase qui est très intéressante, c'est en gros la consommation d'énergie est le meilleur indicateur de notre impact sur l'environnement. Pour moi, trouver demain une énergie illimitée serait le plus grand drame qu'a connu l'humanité. C'est-à-dire que du coup, plus on a d'énergie, et plus on est capable d'être dans un système de prédation à l'échelle de planétaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'avoir le pétrole, le gaz et le charbon qui ont été des énergies qui nous sont apparues comme étant quasiment illimitées pendant un siècle, ça nous a conduit à ce qu'on a vu là. Bien sûr, il y a les questions climatiques, mais pas que.
C'est-à-dire la planète est ruinée. C'est-à-dire qu'il y a des trous partout, l'océan est pollué, il est acide, il n'y a quasiment plus de poissons dedans. On a viré le sable aussi bien que les plages reculent parce qu'on est en train de prendre tout le sable du fond des océans pour aller construire des immeubles à Dubaï. Enfin bon, des trucs improbables. Et plus on a d'énergie en fait, et plus on a cette capacité d'aller transformer notre environnement. Donc j'ai envie de dire, et c'était un petit peu la question philosophique quand je faisais mes conférences, de dire bon, quand même, vous êtes ingénieur, bon, c'est quoi pour vous la solution du point de vue de l'énergie, quoi? Vous êtes ingénieur en énergie, vous nous dites qu'on va en manquer, faut en trouver, quoi. Et moi je disais, mais en fait le truc c'est que quand on regarde toutes les autres courbes qui sont indexées sur la consommation d'énergie, on a surtout intérêt à ne pas en trouver d'autres, quoi. Parce que le truc c'est que, comme je le disais, plus on consomme d'énergie et plus on impacte le reste. Donc pour moi, la vraie question, c'est pas quelle est la solution technologique qui va nous permettre de continuer, et est-ce qu'on va en avoir une qui va arriver suffisamment tôt pour nous permettre de continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. C'est plutôt comment on arrive aujourd'hui à vivre avec moins d'énergie pour essayer d'éviter le pire sur tous les autres aspects que celui climatique. C'est vrai que du coup, sur l'aspect du CO2, bon voilà, effectivement, on peut faire un certain nombre de paris sur le nucléaire, les différentes technologies nucléaires, le thorium, voilà, même la fission, construire des EPR partout, etc. Bon, on peut imaginer plein de trucs, mais dans le fond, ça ne change pas vraiment la difficulté à laquelle on est confronté, qui est l'impact global de notre consommation, et pas uniquement sur les gaz à effet de serre. Y a-t-il d'autres questions pour finir? Ce sera la dernière. Un monde avec bonjour déjà. Un monde avec moins d'énergie. Est-ce que vous êtes intéressé aussi à tout ce qui englobe un peu les acquis sociaux qu'on a actuellement? Si je prends le pétrole a ses nombreux avantages, mais on nous a permis, nous humains, d'arriver surtout en France, d'avoir des services assez développés, que ce soit d'aide à la personne, des hôpitaux qui sont en difficulté mais marchent quand même pas trop mal. Et dans un monde en 2050 avec 2 fois, 3 fois moins d'énergie, même plus peut-être, est-ce que vous êtes intéressé à qu'est-ce qu'il en est de ces questions-là? Ouais, c'est un vrai sujet, une vraie question, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs aujourd'hui il y a du débat sur les questions du nucléaire en France, en disant bon, déjà si on doit se passer du gaz et du pétrole, c'est déjà énorme. Si en plus on doit se passer du nucléaire, imaginez le niveau de descente énergétique que ça suggère. Les gens vont se taper dessus, on n'aura plus accès à aucun service, etc. Donc c'est un vrai sujet de savoir à quel niveau de consommation d'énergie une société peut avoir une vie qui soit décente, qui soit équilibrée, et qui permettent d'avoir, on va dire, l'accès pour le plus grand nombre à des droits qu'on pourrait considérer comme étant des droits réels. Certains appellent ça les capabilités, c'est-à-dire comment on associe le droit, on va dire, théorique et réglementaire avec la capacité des personnes à accéder à un certain nombre de choses. Bon. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que ce niveau-là, ce seuil, ce niveau de consommation d'énergie le plus bas qui soit acceptable, il est assez difficile à déterminer. On peut, sur un certain nombre de sujets, s'intéresser à ce qui s'est passé dans différents pays. Par exemple, sur la question de la santé, j'ai essayé de voir, parce que par exemple, on voit que globalement, c'est à peu près corrélé le niveau de PIB avec le niveau de consommation d'énergie et avec le niveau d'espérance de vie. Bon, c'était à peu près corrélé jusqu'à présent. Et donc, si on regarde quels sont les pays dans le monde où, avec un PIB beaucoup plus bas, on a réussi à avoir un niveau de vie, une espérance de vie en bonne santé assez élevée, bon, il y a quelques exemples dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez par exemple le Kerala en Inde, qui est donc un des États de l'Inde, qui a fait par exemple un pari sur la question des soins palliatifs, où ils ont dit, bon, en gros, 80% de nos dépenses de santé, c'est la fin de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va former une grosse partie de la population pour qu'elle soit capable d'être proche des personnes âgées, pour pouvoir les suivre chez elles, déjà éviter qu'elles soient dans la solitude, etc. Du coup, tout le temps obligées d'appeler les médecins, etc., etc.
Et donc, le fait de pouvoir accompagner et d'être en détection et de n'appeler le docteur que quand il y a vraiment besoin. Et en faisant ça, en ayant ce genre de politique dans lesquelles on implique la population, ils ont réussi à avoir un niveau, alors que le PIB du Kerala, je peux vous dire que c'est un des plus bas de l'Inde, hein, donc c'est vraiment, on est très loin du PIB français. Eh bien, on a une espérance de vie en bonne santé qui est quasiment comparable à ce qu'on peut trouver en France ou aux États-Unis. Donc c'est avec ce genre d'organisation on peut s'inspirer de ce genre de choses. Ce qui s'est passé à Cuba aussi est assez inspirant à ce titre, parce qu'ils ont été soumis à embargo et donc rupture d'approvisionnement en pétrole, etc. Il a fallu qu'ils se réorganisent, donc ça a été dur, politiquement, démocratiquement, à tout point de vue, ça a été dur. Mais en gros, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont morts de faim, alors qu'ils avaient quasiment que de l'importation, puisqu'ils étaient basés sur de la canne à sucre. Et donc ils exportaient du sucre, et d'un seul coup, il a fallu qu'ils retransforment tout ça en agriculture vivrière, sans avoir de pétrochimie pour pouvoir justement alimenter, donc se remettre à l'agriculture biologique, vivrière, etc., etc. Et pareil pour la santé. Aujourd'hui, on sait très bien que les médecins cubains sont envoyés un peu partout dans le monde parce que, eh bien, ils ont eu énormément de formations universitaires sur ces sujets-là, alors qu'ils avaient des moyens réduits, puisque embargo, etc. On discute. Je suis pas là pour discuter est-ce que c'est bien politiquement ou pas. C'est pas ça le sujet. Je parle vraiment du lien consommation d'énergie. Est-ce qu'on peut, pour répondre à votre question, avec un niveau de consommation d'énergie, trouver des réponses sociales intéressantes qui permettent d'éviter le chaos. Quoi qu'il en soit, c'est la question des quotas et du rationnement qui rentre en jeu. Il va falloir qu'on se pose à un moment cette question-là. Voilà. Est-ce qu'on peut se permettre de continuer? On sait que tout est limité, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut encore se permettre de ne fixer aucune limite et de ne pas répartir la quantité à la fois d'émissions d'énergie qui sont disponibles par personne? Si on passe pas par là, de toute façon, on va avoir de toute façon un problème. Donc c'est la question du rationnement et des quotas, c'est un sujet auquel je vous invite aussi à vous intéresser. Parce que c'est probablement, dans le cas de la contrainte forte qui va s'exercer, le seul moyen d'assurer de la justice. Parce que ce qui va permettre aux gens d'accepter des contraintes de cet ordre, c'est le sentiment que tout ça s'est fait dans la justice. Sinon, vous avez les gilets jaunes, parce qu'on a l'impression que certains se gavent, et puis d'un autre côté, on dit on va nous prélever. Si vous ne faites pas dans la justice, il n'y aura pas de transition qui pourra se faire de manière sereine. Donc il faut d'abord faire en sorte de rétablir la confiance et la justice, et après, derrière, les gens potentiellement sont prêts à faire des efforts. Voilà. Bon, eh bien, cette conférence est terminée. Je vous remercie d'y avoir assisté. Et je voulais vous passer un message, comme je l'ai fait en fin de la première conférence qui avait eu lieu, pour passer un appel. S'il y a des étudiants ici, on a besoin de monde à l'association, parce qu'on n'est que 3 pour tenir tout, et que les étudiants sont assez peu engagés en fait sur cette question, bizarrement, alors que c'est eux les plus concernés. Et on a besoin d'eux parce que nous, on est en Master 1, en MIAGE, pôle informatique. L'année prochaine, si je réussis à avoir mon semestre quand même, je ne serai plus là en fin d'année scolaire prochaine. Et donc avec moi et avec nous même, parce qu'on est de la même promo, l'association risque de fermer ses portes. Et je pense que l'université, les entreprises d'agglomération d'Orléans et les étudiants ont besoin d'être informés sur ces questions, même s'ils ne le pensent pas forcément, ou ils pensent que c'est quelques excités qui vont s'en occuper dans un coin. Ça peut pas être quelques excités, il faut que ce soit absolument presque tout le monde. Voilà. Donc je vous remercie.